Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Travail, divertissement, éducation, santé, culture, sociabilité ordinaire. Autant d'environnements quotidiens au sein desquels ne cesse de s'étendre la numérisation, appelant à une prise de distance et un retour critique. Appareils, réseaux, services en ligne deviennent les adjuvants utiles, comme technologies susceptibles de contribuer à élargir notre horizon culturel et informationnel, à tisser de nouveaux liens sociaux, mais aussi envahissant de nos vies personnelles et professionnelles. Équipant l'expression publique, le numérique, d'autant plus qu'il est en réseau, transforme aussi l'activité critique. Cardon et Granjon 2005, Cardon 2010, Badoir 2013, Boulier 2016. Comme en témoigne le développement d'usages et de pratiques inédits qui du printemps arabe à Nuit debout, peuvent participer à la quête d'émancipation individuelle et collective. Ils transforment cette activité dans ses différentes dimensions, que ce soit le travail de coordination militant qu'elle réclame en coulisses ou les formes de communication privilégiées pour la publiciser, pétitions en ligne, lanceurs d'alerte, Wikileaks. Parfois même, le numérique devient la forme exclusive de cette critique à l'instar du mouvement #On vaut mieux que ça. Autour du numérique s'articule ainsi un double rapport à la critique dont le titre de cet ouvrage rend compte. D'un côté, les critiques du numérique entendues comme critiques adressées au numérique, partie 1. D'un autre côté, les critiques du numérique entendues cette fois comme critiques adressées depuis et par le numérique, partie 2. La mise au pluriel de la critique, telle que nous la proposons ici, procède d'une nécessité que cette double perspective renforce mais qui se loge également et surtout au sein de chacune d'elles. Nous verrons en effet à quel point les critiques empruntent des traits et des circuits variés. À quels points également elles peuvent être formulées et portées par une pluralité d'acteurs, de l'acteur ordinaire et sa parole à l'acteur collectif et son discours, en passant par le savant. Cette mise au pluriel atteste donc, quel que soit le rapport envisagé, la prise en compte non seulement des nombreuses configurations d'énonciation et de circulation des critiques mais aussi des tout aussi nombreuses figures susceptibles d'être engagées dans un effort critique. Cette introduction a vocation à discuter ce double rapport pour y positionner les différentes contributions de cet ouvrage, sans chercher à l'éprouver systématiquement à l'aune d'une littérature afférente, qui sera convoquée plus spécifiquement dans chaque chapitre en fonction des thématiques traitées. Le numérique à l'épreuve des critiques. Les critiques du numérique doivent être entendues ici dans le sens sans doute le plus intuitif. Le numérique est l'objet des critiques, leur cible. Cette mise à l'épreuve du numérique s'opère à partir d'une fragilisation des représentations qui lui sont associées, notamment celles qui insistent sur ses capacités émancipatrices, sur les fantasmes qu'il alimente, sur la figure des usagers qu'il fabrique, sur les contours du monde qu'il contribue à construire. Ces représentations s'inscrivent le long d'un continuum entre technophilie béate, émancipation, et technophobie patentée, aliénation, ces deux extrêmes sombrant dans l'écueil du déterminisme technique dès lors qu'ils imputent à la technologie une responsabilité excessive dans l'explication des phénomènes sociaux. C'est à proximité du second pôle, technophobie, que se cristallisent les critiques sociales qui prennent le numérique comme objet principal, critiques sur lesquelles nous proposons de nous concentrer dans cette partie. Puisque dresser un inventaire exhaustif de ces pratiques et de ces discours critiques constituerait en soi un projet éditorial, nous prenons le parti de les regrouper selon 5 principaux formats. Le premier relève de la surveillance et la dénonciation des mutations techniques et de leurs dérives potentielles. Ces critiques peuvent s'exprimer sous différentes formes, intellectuelles, militantes. Les syndicats par exemple se sont saisis de la question des effets du numérique sur le travail, ou culturelle, la série britannique Black Mirror. Ces critiques, nombreuses, se font d'autant plus difficilement entendre qu'elles sont souvent discréditées en étant rabattues sur un discours rétrograde qui refuserait le progrès, Jarige 2014. Sur la période la plus récente, ce type de disqualification profite de ce que l'on peut qualifier de solutionnisme numérique. Autrement dit l'instrumentalisation du numérique pour court-circuiter et solutionner les critiques adressées au social. Le numérique devient dès lors une quasi-formule magique pour résoudre les problèmes sociaux. Par exemple, les difficultés ayant trait aux ressources humaines dans les entreprises seraient réglées par la montée en compétences digitales des salariés, ou encore la réduction de la fracture numérique serait un plan efficace pour lutter contre toutes les inégalités.
Or, parce qu'elle pose le problème à l'envers, la formule est biaisée dans ses prémices. Nous considérons que les inégalités numériques se manifestent d'abord sous la forme d'une diversité de pratiques résultant d'une déclinaison des inégalités sociales. Granjon, Lelong, Metzger, 2009, page 21. La dénonciation des mutations techniques ne se cantonne pas à un niveau discursif. Elle peut se voir complétée par des initiatives concrètes et pratiques, des tactiques de résistance au répertoire varié, à l'image de la diversité des profils de celles et ceux qui les mettent en œuvre. Le second format critique, à la portée de tous les usagers, se situe ainsi au niveau de l'équipement lui-même dont il s'agit de se protéger des effets délétères par un non-usage, une mise à distance ou une utilisation raisonnée. On peut penser au mouvement low-tech ou au déconnexionnisme dont l'objectif consiste à contrecarrer les formes d'envahissement du numérique, en lui redonnant une place jugée raisonnable par les acteurs. Un troisième format est situé au niveau de la compréhension du fonctionnement et des usages des outils numériques. Il regroupe les actions de sensibilisation et de transfert de savoir-faire auprès des utilisateurs afin de leur fournir des bases techniques pour maîtriser les modes de fonctionnement des outils numériques et se prémunir de leurs éventuels effets néfastes. Les formations dispensées auprès de divers publics, comme par exemple les coding goûtets, lors desquels des enfants sont initiés au codage informatique afin de développer leur réflexivité face aux outils numériques, mieux en comprendre le fonctionnement et les enjeux, ou les initiations aux techniques d'obfuscation et d'anonymisation, afin de minimiser, sinon neutraliser, la collecte de données et le profilage à grande échelle, s'inscrivent dans cette logique de capacitation des usagers. Contrairement à la nature strictement défensive du premier format de critique, ces formations visent une réappropriation via la transmission de savoir et de savoir-faire techniques, à des fins d'empowerment, pour lutter contre leur inégale répartition. Situé également au niveau du fonctionnement des outils, un quatrième format critique s'opérationnalise par la création d'outils alternatifs à l'instar de Framasoft, Wikipédia, les communautés Debian, les acteurs des blockchains, Musiani et Meadel, 2016, etc. Les motivations présidant à la création de ces outils peuvent être aussi diverses que la sécurité des données ou le rejet de la sphère marchande. Il s'agit ici de la mise à disposition auprès du grand public d'outils souvent élaborés de manière horizontale et collaborative par des communautés d'experts soucieuses de contrer les dérives marchandes, voire certaines intentions dénoncées comme nocives et inscrites dans les dispositifs eux-mêmes, surveillance, atteinte à la vie privée, collecte de données, etc. Il peut également s'agir de créer des espaces alternatifs de débat et ou de production, qu'ils soient physiques, hackerspace, Fab Lab, lieux de formation au numérique, ou numérique, forums de partage, voire Auray 2009, Darknet, etc. Le dernier format renvoie aux attaques et aux représailles numériques perpétrées par des pirates, parmi lesquels certains sont emblématiques comme les Anonymous ou encore Counterforce, et des mouvements d'inspiration anarchiste qui luttent contre le technocapitalisme et ses représentants, au premier rang desquels les GAFAM, Smirnaios 2017. Toutes ces tactiques de résistance se déploient sur différents territoires, depuis des actions individuelles jusqu'à des formes de collectifs plus ou moins stabilisés et structurés. Parfois, elles trouvent des traductions syndicales, voire politiques, à l'instar du Parti pirate ou de la lutte institutionnalisée contre la fracture numérique. La présentation rapide de ces 5 formats critiques illustre la diversité des soubassements théoriques, idéologiques et philosophiques qui les fondent. Malgré cela, ces critiques s'inscrivent tout en faux contre un état actuel de développement, de diffusion et d'usage du numérique. Plutôt que de formes de résistance et de critique à un numérique qui serait générique, soit une posture s'apparentant à de la technophobie, il serait plus exact de parler de stratégies circonstancielles et ciblées, déployées vis-à-vis de certaines configurations numériques. En d'autres termes, le numérique n'est pas critiqué pour ce qu'il est mais pour ce que certains en font et auquel il s'agit de résister. Les critiques à l'épreuve du numérique. L'examen des critiques adressées au numérique n'épuise pas la diversité des mises à l'épreuve qu'entend présenter cet ouvrage. En effet, le passage par le numérique imprime et marque la critique et ses formats de plusieurs points de vue, traduisant l'idée d'une grammaire spécifique non pas à un champ au sens de Bourdieu, 1996, ou une cité au sens de Boltanski et Thévenot, 1991, mais à un média. Il ne s'agit pas de soutenir que le message est le médium,
mais plutôt de questionner une économie de l'énonciation critique spécifique au numérique. La mise à l'épreuve des critiques par le numérique se traduit ainsi par l'interrogation suivante. En quoi le passage par le numérique est-il susceptible de façonner les critiques, que l'on pense à l'identité et au statut de ceux qui les formulent et les relaient, a. Aux modalités concrètes de l'engagement tel qu'il se manifeste, b. Ou encore aux territoires que les critiques ambitionnent de fragiliser ou dans lesquels elles se déploient, c. Se pose d'abord la question de la capacité à critiquer, et de la légitimité nécessaire pour le faire. L'espace numérique fragilise les hiérarchies traditionnelles qui sous-tendent, freinent ou rendent possible et favorisent la publicisation d'une idée, d'un savoir, d'une critique. L'infrastructure numérique permet en effet de dépasser une série de scissions que ces hiérarchies traditionnelles établissent entre les locuteurs légitimes et les autres, les figures de l'expert et du profane, du représentant et du représenté, etc. Comment parvient-elle à affaiblir cet étagement typique de la sphère publique traditionnelle ? Parmi les réponses formulées, figure celle de Dominique Cardon 2010. Selon lui, cet affaiblissement tient à la fusion et confusion entre ce qui relève d'une part de la conversation et de l'interaction entre individus, cadre de l'expression individuelle et de la parole critique ordinaire, et d'autre part, de l'information professionnelle, cadre de l'expression collective, du discours légitime tel qu'il se formule dans les médias ou les arènes politiques. Cette émancipation de la parole est rendue possible par la multiplication des tribunes dans et par lesquelles circulent les critiques. S'y retrouvent et y échangent des acteurs aux statuts parfois rendus invisibles, le plus souvent mal définis, tout susceptibles de déployer une rhétorique critique visible par un ou plusieurs autres dont l'identité et le nombre sont souvent tout aussi flous. Cette attribution extensive d'une capacité critique parce qu'elle se loge dans l'utopie numérique, Turner 2012, et renvoie au souci de ne pas reproduire la légitimité verticale des critiques à l'œuvre dans des espaces plus traditionnels, semble inscrite dans l'infrastructure numérique, voire, par exemple, la gouvernance de Wikipédia, une encyclopédie qui refuse de mettre en discussion le statut des écrivains Cardon et Levrel 2009. Pour autant, s'arrêter à cette absence apparente de hiérarchie de la critique sur le numérique serait une erreur d'interprétation. Des formes de hiérarchie perdurent, mais elles se déplacent et répondent à des logiques de différenciation renouvelées. Paradoxalement, cette hiérarchisation s'opère ici selon une logique et à partir d'une graduation horizontale, celle du nombre et de l'agrégation numérique. Que faut-il faire dans l'espace numérique pour être audible, pour capter l'attention commune, voire faire autorité ? Il faut moins être un expert au sens traditionnel du terme, que bénéficier d'une audience large et active. La hiérarchie est établie ex post par les internautes eux-mêmes et se distribue sur une échelle qui relie haute et basse visibilité de la critique, Cardon, 2010. Les internautes, par leur action numérique, désignent même les critiques les plus importantes. Ils en dimensionnent la zone de visibilité, le dynamisme et l'intensité. En haut de la hiérarchie des critiques vient donc se loger la critique qui aura réussi à être visible par le plus grand nombre, à parcourir un vaste public, à se mêler à des conversations et à investir des collectifs éloignés. Ainsi l'infrastructure numérique octroie des capacités critiques et établit des grandeurs, Boltanski et Thévenot, 1991, permettant de distinguer les critiques à partir d'un diagramme de visibilité spécifique. Pour autant, elle aménage et entretient également des verticalités traditionnelles. Sans doute se manifeste-t-elle de manière locale et éclatée, mais sont néanmoins préservées certaines légitimités qui réhabilitent statut et position sociale. Nous pouvons l'observer sur des espaces aussi sensibles que ceux du journalisme numérique, sensibles puisque mettant immédiatement en tension formats traditionnels et originaux de la critique. Par exemple, une recherche menée sur le site Mediapart à ses débuts, Canu et Dachary, 2010, nous a permis de constater comment l'architecture du site contribuait tout à la fois à déplacer les frontières d'une légitimité critique entre lecteurs, contributeurs et journalistes et à restaurer la fonction de gatekeeper de ces derniers. Examinant les réseaux de jeunes altermondialistes, nous avons également pu constater que les formats de communication numérique, plus adaptés théoriquement à l'horizontalité, la transparence et à l'ouverture que les formes militantes traditionnelles du fait de leur caractère réticulaire, ne suffisaient pas à asseoir l'égalité. En effet, si l'accès à l'information est relativement égalitaire,
Il n'en va pas de même de la capacité à la diffuser ou à faire entendre sa voix puisque dans un tel contexte, le réseau, en raison de l'existence de noyaux d'animateurs et de groupes affinitaires, fonctionne de manière centripète, d'Achary et Pagis, 2005. Ensuite se pose une seconde question. Comment et à quel point l'infrastructure numérique transforme-t-elle les modalités de l'engagement critique ? Ce dernier peut facilement, nous l'avons vu, impliquer la subjectivité de la personne, dès lors que les critiques sont personnelles, portées par des conversations, des paroles individuelles. Mais ces modalités n'engagent en revanche pas nécessairement la personne elle-même. L'infrastructure numérique permet en effet à l'individu, par la mise en place d'une identité écran, d'afficher numériquement son point de vue tout en se dissimulant derrière l'anonymat ou un avatar, identité, compétences professionnelles, caractéristiques sociodémographiques, etc. Si l'anonymat permet la dissimulation d'une identité civile, l'usage d'un avatar ou d'un pseudonyme procède en revanche de la volonté de créer une identité numérique, soit un signe d'identification potentiellement fort sur les réseaux et forums. Le pseudonyme n'a pas uniquement vocation à cacher, fonction d'écran de protection, mais peut servir à marquer un autre aspect de l'identité, plus subjectif, souvent affectif. Perea 2010 page 8. La multitude des formats de la critique proposés par l'infrastructure numérique permet à chacun de moduler son engagement. L'engagement critique se distribue ainsi sur différentes échelles, du plus manifeste au plus distant, du plus radical au plus modéré, du plus impliquant au plus détaché. Il peut prendre la forme d'un site administré et alimenté, d'une vidéo postée sur YouTube, Babo 2014, d'un partage de contenu, d'un commentaire formulé sur un fil de discussion, ou encore d'un like adressé à un contenu partagé ou à un commentaire. Dès lors, la maîtrise de l'expression orale ou écrite n'est plus forcément nécessaire à la participation. Cette dernière, loin de s'inscrire dans le cadre exigeant d'une démocratie délibérative, peut se manifester par un simple clic, favorisant ainsi l'inclusion d'un public plus large et hétéroclite, Mabi et Tevio 2014. Au point que la critique presse-bouton, Cardon 2010, devient une modalité de l'engagement dans cet espace, que cette modalité soit ensuite associée à une tendance positive ou à l'inverse, à une régression, Mabi et Tevio 2014. Enfin, une dernière question est abordée ici. Le numérique transforme-t-il les territoires dans lesquels la critique se déploie ? Une critique numérique peut en effet très rapidement capter une vaste attention, s'adresser et être soutenue, voire elle-même critiquée, par des collectifs larges et hétérogènes. Le mouvement zapatiste au Chiapas, Baché 2002, et celui des Sans Terre au Brésil, Blay 2005, en constituent des exemples inauguraux. Les dimensions de la critique, entendues ici au sens de la taille des collectifs concernés par sa traduction, circulation, contestation, peuvent rapidement se défaire des formes traditionnelles de publicisation. Ce redimensionnement au niveau des sources et des publics pose la question corollaire de la fragilisation du territoire de la critique, et ce au moins pour 3 raisons. D'abord, à la suite de Jarich 2014, on peut penser qu'il est difficile d'identifier aujourd'hui un espace politique d'intervention pour la critique en raison du rythme accéléré et du cadre mondialisé, déterritorialisé même, des innovations numériques. Ensuite, cet espace est d'autant plus difficile à concevoir en raison du caractère pervasif des techniques numériques, et doit être d'emblée pensé de manière réticulaire. Enfin, un mouvement d'individualisation et de subjectivation, tant des formes d'énonciation que des représentations liées au numérique. Cardon, 2010, rend plus ardue une vision d'ensemble pourtant nécessaire à un tel niveau critique. Présentation des contributions. Prétendre comme nous le faisons engager une étude des critiques du numérique, impose ainsi une double préoccupation problématique. Celle qui relève de la mise à l'épreuve du numérique par les critiques et celle qui relève de la mise à l'épreuve des critiques par le numérique. Le cheminement de cet ouvrage témoigne de cette double préoccupation. Y sont ordonnées des recherches susceptibles de penser chacune d'elles de manière exclusive, première et seconde partie, ou d'envisager à l'inverse certains terrains comme des nœuds à partir desquels il devient possible de les penser ensemble, troisième partie. La première partie opère une focale sur les critiques adressées aux technologies numériques. Mustapha Zwinar examine ainsi les critiques des usages des TIC au travail, en ciblant plus spécifiquement la problématique de la déconnexion,
qu'il s'agisse du contenu des reproches formulés par les utilisateurs ou de la manière dont ils actualisent ces jugements critiques dans leur pratique quotidienne en régulant leur joignabilité. L'auteur rend également compte des trajectoires de ces différentes critiques, la façon dont elles se diffusent, sont traduites et laissent parfois des traces dans les mondes académiques, organisationnels et politiques. Nikos Smirnaios propose quant à lui une lecture critique de l'hétéronomie à l'œuvre dans le champ médiatique et des liens de subordination des journalistes aux acteurs oligopolistiques de l'Internet et de la publicité. Il dévoile les effets de cette hétéronomie en montrant qu'elle détermine la manière dont les technologies et les plateformes numériques équipent le travail journalistique, en amplifiant les logiques de productivité et de standardisation de l'information. La seconde partie de l'ouvrage regroupe des contributions dans lesquelles est étudiée l'appropriation par les acteurs de ressources offertes par les technologies de l'information et de la communication, pour mener à bien des activités critiques. Dans son article, Valérie Baudouin entreprend l'examen d'un espace numérique de discussion consacré à la Grande Guerre et s'intéresse notamment aux modalités de production d'une connaissance légitime. Sont identifiés, dans cette communauté d'historiens amateurs, deux principaux rapports à la critique. La première critique s'adresse à l'oubli et justifie l'existence même du collectif par son travail de mémoire. La seconde permet de caractériser ce travail et de lui imposer des normes empruntées au monde de la recherche académique. Sont ainsi critiquées les pratiques qui, dans la construction de la preuve et de la connaissance, s'écartent de ces normes. Nathalie Paton et Julien Figeac décrivent comment des internautes s'approprient les médias sociaux suite à des événements tragiques, pour partager leur lecture critique des faits et préconiser des réponses politiques. En suivant la perspective empirique d'une sociologie des attentats, les auteurs identifient et analysent les différents répertoires critiques qui émergent et s'opposent au sein des espaces numériques dédiés à la commémoration des victimes. Marie-Laure Geoffray, quant à elle, étudie les effets de la libéralisation des usages des TIC à Cuba pour évaluer dans quelle mesure elle a pu amplifier l'expression de voix critiques et contestataires. Même si cette libéralisation n'a pas entraîné une politisation plus forte des citoyens, elle a favorisé selon l'auteur la consommation de contenus médiatiques critiques, parce que produits et distribués de manière informelle, ainsi qu'une professionnalisation de certaines pratiques journalistiques contestataires. Les chapitres de la troisième partie combinent les perspectives des deux précédentes puisqu'ils rendent compte de la manière dont des acteurs s'approprient les TIC pour adresser des critiques réflexives à des outils, à leurs concepteurs ou à certaines formes d'appropriation contre lesquelles ils s'inscrivent en restant pourtant des utilisateurs actifs et engagés. Jérôme Ferret montre ainsi comment les usages critiques et réflexifs des médias participatifs dans le cadre de deux mouvements sociaux, Les Indignés en Espagne et Nuit debout en France, ne visent pas tant à confronter ou à renverser les institutions au pouvoir qu'à nuire à leur réputation. Ils dévoilent les rouages de ce travail réputationnel, qui s'opère notamment par la dénonciation des violences policières, en distinguant différentes formes de régulation des médiatisations sauvages, riot porn, cop-watching et contre-médiatisation. Jessica Soler-Benoni revient sur les démarches de deux joueuses de jeux vidéo qui alimentent une production numérique, sites, blogs, vidéos, articles, dont le but est de dévoiler les mécanismes de la domination masculine au sein des pratiques vidéoludiques. Soucieuse de légitimer leur engagement critique, l'auteur décrit l'appropriation de ces outils numériques par les deux joueuses, les ancrages thématiques et rhétoriques du discours féministe qu'elles déploient dans ces arènes et souligne également les critiques et les résistances masculines auxquelles elles doivent faire face. Dominique Boulier propose, dans le chapitre conclusif, de distinguer 4 critiques qui englobent ces degrés variables d'engagement et de réflexivité. Chaque acteur, chaque chercheur peut circuler d'une posture critique à l'autre au gré des moments et des situations, tout en travaillant réflexivement la cohérence de son engagement et de ses discours. Il inscrit ensuite ces formes plurielles de critique dans le contexte actuel de numérisation de la critique, en retraçant l'évolution des machines critiques, les questionnaires, les sondages d'opinion, les méthodes numériques et les techniques automatisées de social listening, mobilisées au cours du temps par les acteurs ou qui impulsent dorénavant d'elles-mêmes une activité critique. Par la mise en perspective de ce changement des termes de la critique, consécutif au développement du machine learning, et à l'automatisation progressive des technologies de collecte de données sociales,
Dominique Boulier prolonge et conclut l'ambition de ce livre dont la vocation première était de rassembler des textes qui adoptent ou combinent des postures critiques différentes, sans chercher à défendre la plus grande légitimité d'une posture par rapport à une autre. En les faisant coexister, ce recueil de textes fait émerger d'autres thèmes, d'autres phénomènes transversaux aux différents chapitres qui vont au-delà de cette ambition initiale. Nous proposons d'en identifier plusieurs, même si nous n'entendons pas borner ou limiter les rapprochements possibles entre les différentes contributions. Il s'agit à l'inverse d'inviter le lecteur à braconner et découvrir lui-même les associations qui lui sembleront pertinentes pour penser le rapport souvent ambigu et complexe qu'entretiennent des techniques en perpétuelle évolution, au fort pouvoir disruptif et une activité critique essentielle au vivre ensemble puisque garante d'une capacité à s'opposer et à penser par soi-même. Le premier thème transversal est relatif à la notion de carrière de la critique. Certaines contributions invitent en effet à restituer les conditions de félicité de la critique, c'est-à-dire clarifier les conditions que doit remplir une critique pour être évaluée positivement dans l'espace public et y produire des effets politiques. Barthélemieux, 2002, page 38. Rendre visibles les carrières de la critique permet de comprendre comment certaines d'entre elles, alors même qu'elles sont portées par des acteurs ordinaires, sont relayées, amplifiées, traduites. Chacune des critiques peut changer de dimension par une série d'épreuves et de traductions, passer de la parole au discours, passer d'un état fragmentaire à une reconnaissance collective. La sociologie de la critique montre à quel point cette montée en généralité est au fondement de la réussite d'une entreprise critique. Dépasser le point de vue, forcément subjectif et isolé. La manière dont Marie-Laure Geoffrey décrit la libéralisation des usages d'Internet dans le contexte autoritaire cubain est à ce titre particulièrement instructive. Les fortes restrictions qui pèsent encore aujourd'hui sur les usages du numérique ne forment pas les conditions favorables à une forte politisation des pratiques connectées. Elles obligent plutôt une frange importante de la population à basculer dans l'informalité, voire l'illégalité, pour accéder à certains contenus multimédia, articles de la presse étrangère, etc., rendant ces usages détournés d'Internet intrinsèquement critiques, bien qu'ils ne renvoient pas aux formes plus courantes de la participation politique médiatisée sous leurs divers versants plus ou moins expressifs. Mustapha Zouinard présente quant à lui différentes trajectoires sociales qu'a pu suivre une critique des TIC et identifie les configurations circonstancielles, discours des représentants syndicaux, pratiques de déconnexion de certains groupes d'acteurs, etc., qui ont favorisé et légitimé le bien-fondé de cette critique. Il répond ainsi à la préconisation de Dominique Boulier, formulée dans cet ouvrage, de suivre les médiations une à une pour garantir à la critique un ancrage pragmatique et des chances de reprise sociale et politique. Nikos Smyrnaios propose également un éclairage intéressant sur la circulation de la critique. Par sa position extérieure, l'auteur procède à la mise en ordre des critiques susceptibles d'être adressées au journalisme numérique en les dépliant sur une ligne extensive n'excluant ni les activités des journalistes ni les modèles économiques du champ. Il montre ainsi combien les registres critiques d'un journalisme traditionnel méritent d'être actualisés pour souligner tout à la fois la permanence et l'intensification des logiques de domination et d'aliénation spécifiques à ce champ. Si le discours porté par Nikos Smyrnaios ne dit rien d'une dynamique circulatoire de la critique, il atteste en revanche cette circulation puisque certains des registres présentés dans l'article se retrouvent non seulement du côté des spécialistes du journalisme mais aussi du côté des journalistes eux-mêmes, Lemieux, 2000, avec par exemple, la prise de position de certains sites journalistiques soucieux de récupérer ces critiques pour s'en démarquer et capter un public. Le second thème transversal que nous souhaitons souligner a trait à la nature des collectifs concernés par la critique, notamment leur degré d'ouverture ou de fermeture. Un autre apport de ce livre est en effet d'apprécier plus précisément la diversité des collectifs qui se constituent au sein d'arènes numériques, pour porter, plus ou moins durablement, une voix critique. Nathalie Paton et Julien Figeac décrivent par exemple les participations en ligne des internautes pro-gun et des tenants du gun control, qui investissent YouTube, de manière éphémère et spontanée, pour se critiquer mutuellement et interpeller leurs représentants politiques. Ces collectifs, composés d'inconnus anonymes pour reprendre l'expression goffmanienne, se démarquent profondément des blogueuses décrites par Jessica Soler-Benoni. Comme elles décortiquent au fil de leurs billets les représentations du genre dans les jeux vidéo,
ces blogueuses acquièrent une notoriété et une certaine visibilité dans la culture vidéoludique au point de faire elles-mêmes l'objet de critiques ciblées et de se voir adresser des messages qui menacent directement leur intégrité morale et physique. Ces participations en ligne ne sont également en rien comparables à celles décrites par Valérie Baudouin. Le collectif qu'étudie l'auteur repose sur le temps long de l'expérience et sur des formes d'apprentissage technique et social partagées. Ces savoir-faire et savoir-être, que détiennent et s'imposent les contributeurs, participent à dessiner les contours d'une communauté et d'un entre-soi, établissant une démarcation entre ceux qui peuvent légitimement prétendre en faire partie et ceux qu'il convient de maintenir à la marge. Ces différentes contributions révèlent ainsi combien l'activité critique exercée au sein des environnements numériques prend des formes sensiblement différentes, en fonction de l'anonymat ou de l'interconnaissance qui sous-tend les liens dans les collectifs concernés. Un troisième thème transversal aux différentes contributions de l'ouvrage concerne le recours à l'image, animée ou fixe, dans le geste critique. Certaines de ces contributions illustrent en effet le caractère profondément heuristique du lien qui existe entre les images et les procédés communicationnels de la critique, notamment les photographies utilisées par certains collectifs pour asseoir et marquer leur effort critique. Nous pensons en particulier aux billets critiques des blogueuses, décrit Jessica Soler-Benoni, qui ont une structure singulière, ponctuée d'images, de GIFs, Graphics Interchange Format, de mèmes et de références propres à la culture populaire des jeux vidéo. Il en va de même de la créativité subversive dont font preuve les trolls et les fans des fusillades scolaires, décrits par Nathalie Paton et Julien Figeac, pour produire leur remix audiovisuel contestataire. Sur un autre registre, il est également pertinent de chercher à distinguer, comme le propose Jérôme Ferret, différents niveaux d'engagement critique des acteurs en fonction de l'usage qu'ils font des photographies et des vidéos pour rapporter les violences urbaines. Il existe bien une différence entre l'esthétique de la violence du riot porn, où des images prises sur le vif sont diffusées dans les médias sociaux pour partager le fait d'être témoin d'un événement sensationnel, et les pratiques organisées du cop-watching, où ces mêmes images renvoient à un engagement critique de contributeurs soucieux de faire passer cette fois-ci leurs expériences vécues au second plan pour rapporter plus fidèlement le contexte de l'acte violent. Ces pratiques sont organisées en arrière-plan par des organismes comme Amnesty International, qui contribuent à formaliser les modes de production de ces vidéos pour qu'elles constituent des documents recevables sur un plan juridique. Ces usages plus formels des enregistrements vidéo, produits par cette critique sociale pour administrer la preuve des violences policières, peuvent être rapprochés des pratiques des amateurs d'histoire décrites par Valérie Baudouin. Eux aussi s'organisent collectivement pour définir leur appropriation des textes et des images puisées dans les ressources documentaires en ligne. Dans les deux cas, ces collectifs tentent de formaliser et d'expliciter des règles pour mettre entre parenthèses la subjectivité des différents contributeurs et documenter les faits, en experts critiques, de la manière la plus rigoureuse qui soit. Pour conclure cette introduction, rappelons que l'esprit de ce livre prolonge celui du séminaire Pragmatéicé. Il en reproduit même la signature, déjà évoquée dans l'avant-propos, en ouvrant le dialogue aux sensibilités disciplinaires autres que sociologiques et en systématisant la valorisation du discours des acteurs dans des séquences argumentatives couplées au chapitre. Jérôme Ferret donne par exemple la parole à Cécile, une militante coordinatrice du mouvement Nuit debout. Marie-Laure Geoffrey, elle, rend compte de la trajectoire de la blogueuse et journaliste critique Hélène Diaz. Ces encarts traduisent la volonté de prendre au sérieux les points de vue, les expériences et la réflexivité d'acteurs engagés dans des activités critiques médiatisées, ou d'individus subissant les effets préjudiciables d'innovations technologiques. Il révèle aussi notre positionnement épistémologique dans la fabrique contemporaine des connaissances scientifiques, produites à l'aide des traces captées via les environnements numériques. La tentation est grande de collecter et de traiter ces données in abstracto, indépendamment du point de vue des acteurs, du sens qu'ils donnent à leurs usages, de leur réflexivité vis-à-vis de l'évolution de leurs pratiques dans le temps et de la manière dont le numérique impacte leur vie. S'il est crucial aujourd'hui, comme le démontre Dominique Boulier en conclusion de ce livre, d'ouvrir la boîte noire des algorithmes et du machine learning, pour saisir comment ils infléchissent nos comportements individuels et collectifs, il est tout aussi essentiel pour les chercheurs en sciences humaines et sociales de rester connectés au réel des discours que tiennent les acteurs sur leurs propres pratiques.
Cet état d'esprit permet de prendre acte de leur stratégie, de leurs arts de faire pour contourner et se jouer de ces algorithmes, pour produire et diffuser des contenus critiques et subversifs même si leur circulation et leur visibilité devient de plus en plus conditionnée par des arrière-plans algorithmiques. Forme et trajectoire de la critique des usages des outils de communication électronique, dans le cadre du travail. Mustafa Zwinar. Are we really addicted to phone? Or do contemporary work demands make it impossible to disconnect? Nathan Jungerson. Illustration 1. Les technologies de l'information et de la communication brouillent la frontière entre la vie privée et la vie professionnelle, et conduisent à une disponibilité sans limite. 75% des cadres disent utiliser les TIC, technologies de l'information et de la communication, pour travailler en dehors de leur temps et lieu de travail. Cette explosion du temps de travail s'accompagne, du fait du management par les coûts et de la taylorisation du travail intellectuel, d'une augmentation de la charge de travail et de l'intensification du travail des salariés. C'est ce qui explique l'augmentation des phénomènes d'épuisement professionnel et de souffrance au travail. Nous vous demandons donc de faire figurer le droit à la déconnexion dans la loi, en précisant l'interdiction de solliciter les salariés en dehors de leur temps de travail ou d'astreinte, l'obligation d'instituer dans chaque entreprise des périodes de trêve de mail et de négocier sur l'utilisation des outils numériques. Lettre ouverte de la CGT au ministre du Travail Myriam El Khomri, 25/11/2015. Illustration 2. Dès lors que le travail connecté et son articulation avec la vie privée sont une zone de tension, la mission est convaincue de la nécessité de mettre en place de manière co-construite avec les instances de représentation du personnel un droit et un devoir de déconnexion, partagés entre l'entreprise et le salarié, des actions d'éducation à l'usage des outils numériques devant être conduites pour développer des comportements de nature à se préserver des risques d'excès. Rapport Metling, page 22. Depuis la révolution industrielle au moins, de nombreuses évolutions technologiques font l'objet de critiques qui dénoncent leurs conséquences délétères, par exemple, sur les modes de vie, la société ou l'environnement, Jarige 2014. De type académique, populaire ou politique, ces critiques prennent différentes formes, plus ou moins radicales, discours, manifestations ou destruction de machines par exemple. En lien avec le domaine qui nous intéresse ici, à savoir le travail, l'une des critiques les plus emblématiques, qui a donné naissance à un mouvement qui se caractérise par une opposition radicale au progrès technologique, le ludisme, est celle engagée au XIXe siècle par les artisans du textile, qualifiés de ludistes, contre l'introduction des métiers à tisser dans les manufactures. Pour les ouvriers contestataires, l'apparition de nouvelles machines dans les usines était synonyme de perte d'emploi, de misère et de déqualification. Cette critique des conséquences de l'introduction des technologies dans le cadre du travail est réapparue à différentes reprises au cours des siècles suivants, Jarige 2014. Actuellement, les outils de communication électronique, et en particulier la messagerie électronique et le téléphone mobile, concentrent nombre de ces critiques. Ces technologies sont devenues indispensables à la réalisation d'une partie toujours plus grande d'activités professionnelles. Leurs avantages ont d'ailleurs été largement décrits dans la littérature, Bourrion, Personne et Trébuc 2013. On peut citer le gain de temps, la facilitation du travail à distance, télétravail, la joignabilité étendue dans l'espace et dans le temps ou la liberté qu'il donne aux salariés dans l'organisation de son temps de travail. Pourtant, au cours des 15 dernières années, on observe Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.